Parfait. Alors, on va vous demander un petit instant de silence. Question qu'on entende bien. On va tomber en diffusion différée sur Facebook. Voilà. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième journée de panel présentée par Fierté Montréal. Ce panel cet après-midi s'appelle Movers and Shakers, femmes queers d'influence. Alors, avant de commencer, Fierté Montréal tient à faire une reconnaissance du territoire. Alors, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés pour le festival Fierté Montréal 2022 font partie du territoire traditionnel et non cédé des Kanien'kehá:ka, Mohawks. L'île connue sous le nom de Montréal est désignée Tiohtià:ke dans la langue des Kanien'kehá:ka. Il s'agit d'un site qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations, y compris le peuple algonquin. Alors, sans plus tarder, Movers and Shakers, femmes queers d'influence. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Florence Gagnon, j'utilise les pronoms elle, la. Je suis fondatrice du magazine LSTW. J'ai également créé la série Féminin qui est disponible sur tout.tv. Je m'implique depuis plus de 10 ans dans la communauté 2S LGBTQ2+. J'ai accepté l'invitation aujourd'hui de modérer le panel. Je fais pas ça habituellement dans la vie, donc aujourd'hui, je veux commencer cette conversation. Vraiment, c'est des personnes que je connais et que j'ai envie de connaître aussi. Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui qu'on fasse ça dans un esprit de conversation entre nous et de mieux apprendre à se connaître. Donc, je vais débuter en présentant nos panélistes aujourd'hui. Donc, Paola Rachel Saint-Pierre. En 2019, Rachel Saint-Pierre est récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour son dévouement à la place des femmes et des groupes marginalisés dans le domaine de la technologie. Cette même année, elle s'est méritée une place sur la liste des 80 femmes canadiennes du secteur des technologiques à suivre. De plus, elle a été nominée comme championne de la diversité au Montreal Startup Community Awards. Ayant œuvré en marketing numérique, elle s'est retrouvée à l'intersection du domaine des technologies de la DEI. Social entrepreneur en série, elle a fondé et cofondé des organisations contribuant à augmenter la représentation des femmes en tech. Reconnue pour le succès de ses initiatives, elle partage son expertise à titre de conférencière et de modératrice lors d'événements tels que la Conférence philanthropique du Canada, le Vancouver Startup Week, Techno au féminin, le Symposium du leadership du YMCA, Move the Dial, Coopératon, Hoodstock et Women Techmakers. Fervente adepte de la démocratisation de l'éducation numérique, elle offre des ateliers aux entrepreneurs d'incubateurs. Bienvenue, une bonne main d'applaudissements. Merci. Ensuite, je vais aller dans l'ordre des personnes assises. Donc, Manon Massé est co-porte-parole de Québec solidaire depuis 2017 et députée de Saint-Marie-Saint-Jacques depuis 2014. Manon Massé siège à l'Assemblée nationale depuis le 7 avril 2014. Née à Windsor, en Estrie, le 22 mai 1963, elle grandit dans une famille de la classe populaire avant d'entamer des études en théologie à l'Université de Montréal. Manon, comme tout le monde l'appelle, commence sa carrière au Comité social Centre-Sud, exerçant la pratique de l'éducation populaire auprès des familles démunies d'un quartier qui, à l'époque, est encore fortement ouvrier. Elle joue un rôle de premier plan dans la Marche du pain et des roses de 1995, une marche de 10 jours contre la pauvreté, dont les revendications mènent notamment à l'adoption d'une loi sur la perception automatique des pensions alimentaires. En 2000, elle coordonne la Fédération des femmes du Québec au moment de la grande mobilisation de la Marche mondiale des femmes. Aux côtés de Françoise David, elle est la toute première candidate de Québec solidaire après sa fondation en 2006 et devient la 3e députée solidaire au terme de sa 5e campagne. À l'Assemblée nationale, Manon Massé se démarque par son franc-parler rafraîchissant, son intégrité et ses interventions sur le travail, l'environnement, les droits des femmes et des personnes LGBTQ, ainsi que la lutte contre la pauvreté. Législatrice infatigable, elle dépose 7 projets de loi. Manon lance également en mai 2018 son autobiographie intitulée « Par les vrais » aux éditions Éco-Société. Grand chef Galen Sehale Skydeer. Donc, on July 3rd, 2021, after more than a decade of involvement in our community, Grand Chief Skydeer became the first woman and the first person from the 2S LGBTQ2+ community to be elected Grand Chief of the Mohawk Nation of Kahnawake. She grew up in the 80s with very few role models, but she never stopped fighting for her beliefs, whether on the football field or on the band console.
She studied and played football in Florida before getting involved with her community in Kahnawake. Breaking through the glass ceilings, she thereby becomes a model of empowerment for many young women, both inside and outside of her community. Welcome. Thank you. Donc, tout d'abord, c'est indéniable que vous êtes toutes des femmes impliquées dans vos milieux. C'est vraiment bien de se rassembler aujourd'hui. J'aimerais d'abord qu'on s'intéresse peut-être à ce qui vous a mené à vous impliquer. La passion vient souvent d'expériences vécues à travers notre militantisme, puis on a chacune nos parcours, nos contextes. So I'm interested in what got us to get involved in our communities. So the first question would be, où avez-vous grandi et étiez-vous entouré de modèles queer ou des modèles de femmes? So where did you grow up and did you have any role models to inspire you as a queer woman or just as a woman? Qui se lance? Alors, absolument pas. J'avais aucun modèle lesbienne noire dans mon environnement. Alors, moi, je suis née à Montréal, dans le quartier de l'Est de Montréal, alors Saint-Léonard, Nouveau-Rosemont, puis Rivière-des-Prairies. Puis, juste pour donner un peu plus de contexte, j'ai été élevée dans une famille, mes parents ont immigré ici dans le début de leur vingtaine. Et puis, moi, je ne considère pas que j'ai été élevée dans une famille religieuse, mais quand j'allais à l'église, parce que mes parents sont de 2 religions différentes, pentecôtistes, adventistes, donc j'allais à l'église le samedi, le dimanche, je faisais de la chorale la semaine, tous mes amis à l'école étaient comme « My God, c'est beaucoup ». Enfin bref, encore un autre petit contexte intéressant, j'ai beaucoup lu la Bible, puis je me suis beaucoup accrochée à la Bible pour avoir des réponses. En étant jeune, puis il n'y avait pas rien qui parlait d'homosexualité à part le livre de Lévitique sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de 2 villes qui ont été brûlées par une pluie de feu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a décidé de brûler la ville? Parce que les habitants avaient des pratiques punissables, alors des pratiques sexuelles qui n'étaient pas recommandées, je dirais. Alors, pour moi, une jeune adolescente, je lis ça, tout ce que j'associe à l'homosexualité, c'est que des pratiques qui sont questionnables, des pratiques dont le nom Sodome et Gomorrhe, sodomie et gonorrhée, c'était mauvais. Alors, je veux dire, je vous raconte ça, puis ça me donne des frissons, mais quand j'étais jeune, c'était comme correct. Donc, j'avais aucun modèle. Plus tard, j'ai vu quelques modèles. J'ai pris mes modèles dans la musique. À Montréal, au Québec, au Canada, il n'y avait pas beaucoup de modèles comme tels de femmes noires. Quand j'y pense, alors j'ai pris mes modèles chez les femmes américaines, dont Jodie Watley, Queen Latifah, MC Lyte, The Brat. Alors, je ne savais pas s'ils étaient gays, mais je veux dire, dans mon imaginaire d'ado, je me disais qu'elles étaient gays. Je vais essayer de wrap up, mais en fait, j'avais pas de modèle. Mm-hmm. Plus tard, mes modèles, je les ai trouvés à l'université. Alors, j'ai étudié en études féministes à Concordia. Puis là, j'ai commencé à vraiment, wow, elles existent. Alors, Audre Lorde, Angela Davis, Bell Hooks, Adrienne Rich, qui n'était pas lesbienne pour autant, mais qui écrivait des essais sur la compulsory heterosexuality and lesbian existence, alors l'obligation à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne qui est invisible en fait. Puis c'est ironique, Florence, parce que dans les années 90, il y a une femme qui écrit là-dessus, puis toi, tu crées ça, tu crées de la visibilité chez les lesbiennes qu'il n'y avait pas avant. Alors, pour répondre à ta question, non, il n'y avait pas de modèle. J'ai dû les inventer dans mon imaginaire. Mm-hmm. Puis plus tard, j'ai décidé de devenir un modèle, même si c'était dans le microcosme québécois. Mm-hmm. J'ai décidé de devenir un modèle pour les autres femmes lesbiennes noires qui ont pas cette visibilité-là, qui voient pas c'est quoi, en fait. Merci. Grand Chief Kylie, I saw you resonating with some of the influence of music, maybe also? Absolutely. So growing up in Kahnawake, which for those who've never been is about 10 minutes from here on South Shore across from the Mercier Bridge. And it's a Mohawk community. There's about 7,500 members, I would say, that live under reserve. And for myself, growing up there, it wasn't very much talked about in terms of gays and lesbians in the 80s. And
even when I went to high school, I came to Montreal, I went to a private school, Centennial Academy on Prudhomme and Sherbrooke, and I don't recall there being any gay or lesbian students at the time. So in the 90s, it kind of seemed like there was still a little bit of a taboo, if you will, and people weren't ready to be out. Especially in the community. I had heard stories of, the bullying, or if people were different, the way they were treated and so forth. So for myself, I think I started to realize maybe around 13, 14 that there was definitely a difference in myself, going to like the dances, and I would always cry at dances, and I couldn't understand why. And I think is because all the boys and girls are slow dancing, and I was like, I want to be slow dancing, but I want to be slow dancing with another girl. So and not being able to do that. So it was like kind of for myself, I was, I'll say, in the closet, right, is the proper terminology. And couldn't really be myself. I left the community at the age of 20. I moved to Orlando, Florida. Well, first Daytona Beach, Florida. That's where I had the opportunity to play, well, we'll get into that, the women's tackle football. But so growing up in the community in terms of role models, definitely none that I could think of. Like I said, it was still very taboo and not really spoken about, but there was definitely a couple that I had known in the community. They were kind of famous for being the first lesbian couple, Ursula and Vivian. I always remember hearing their names, and I was like, oh, that's so cool. Like, despite what people might have thought of them, they lived their lives, and people knew, that they were together, even though one of them had children and so forth. But, the fact that there was boundaries that were being pushed, and we had a local newspaper, and I remember the first time another local male in the community put his story, and he came out, and that was in around maybe 1997, and it was like, awesome, there it is, that's the start, that's going to be the catalyst for people to be able to live their lives and not care what people think. But I wasn't one of those people yet, so we'll get into my story later on. Thank you. Et toi, Manon? Oui. Moi, je suis née dans les années 60 et je suis née en région. Je suis née, comme tu disais, à Windsor, qui est un village en Estrie. Et je n'avais pas de modèle féminin autour de moi, mais j'avais un de mes oncles qui était toujours avec le même mononcle. Mais qui n'était pas mon oncle. Je pense que rendu à l'adolescence, on a comme compris. Je me souviens là, avec mes cousins, on se parlait de ça, on disait ah, ça va aller mieux, hein? On se disait donc c'est ça, que ces deux hommes-là étaient ensemble, puis ce qui était pas inintéressant, c'est que ils venaient dans les parties de Noël et tout ça. Fait qu'il y avait comme une présence, mais c'était pas nommé, on n'en parlait pas. Mais j'avais pas de présence féminine. Et en fait, moi, c'est la première fois que je suis tombé en amour avec une femme. C'est là que ça s'est dévoilé à moi et après ça, en même temps, au reste du monde, puisque c'est là que j'ai su. C'est là que j'ai su que j'étais lesbienne et que c'était ça ma vie. Et donc, je me suis mis à la vivre. Et je ne peux pas dire que j'avais de modèle externe, mais oui, je me souviendrai, les lesbiennes plus âgées, vous en souviendrez, quand, par exemple, est sorti dans les années 80 le film de Anne Trister, qui était pour moi la première fois où on voyait deux femmes, oh my God, s'embrasser peut-être 15 secondes. Peut-être c'est exagéré. On les voyait se réveiller le matin, mais déjà tout habillés. Fait qu'on pouvait imaginer. Oui, c'était beaucoup dans l'imaginaire. C'était beaucoup dans l'imaginaire, mais on avait c'est un très beau l'imagination. film aussi. Là. Exact. Mais, fait que bref, voilà. Puis ça, pour moi, je sais pas, ça a toujours été parce que c'est ma vie. Puis quand tu es en amour, en tout cas pour moi, ça s'est juste vécu. Puis est-ce que ces expériences-là, de comprendre qu'on est différent, est-ce que c'est ça qui t'a poussé vers le milieu communautaire ou pour toi, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux? Moi, mon engagement premier,
puisque ma vie, mon orientation sexuelle, je n'en souffrais pas. Je sais que c'est terrible de dire ça dans les années 80, là, 70, 80. Mais effectivement, j'en souffrais pas. J'étais en amour, ma blonde était en amour, nos familles vivaient à peu près avec ça. C'est peut-être parce qu'à l'époque, il y avait 10 bars lesbiens aussi. Oui, il y avait beaucoup de bars lesbiens, on pouvait se retrouver plus souvent. Non, mais sérieusement, moi, c'est surtout ma lutte, c'est une lutte de classe sociale. Tu sais, je viens d'une famille qui en a arraché l'injustice, qu'elle soit par rapport à une question d'orientation sexuelle ou de lutte de classe. Pour moi, c'est ça qui m'a tiré par en avant. Et sur ce chemin-là, comme femme, comme féministe, ben, j'ai bien vu toutes les injustices, y compris vécues par mes sœurs lesbiennes. Fait que c'est comme, je vous dirais, moi, ma lutte à moi n'a pas été là en premier, mais lorsque ça s'est croisé, c'est devenu indissociable jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on parle souvent, on est aussi des femmes queer. Il y a aussi l'aspect d'intersectionnalité, il y a aussi l'aspect vraiment de vivre comme femme dans une société où l'égalité homme-femme est encore pas là. Donc, Rachel aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'univers de la tech, qui est aussi dans un univers très masculin? Oui, en fait, Manon a dit quelque chose qui vient de me chercher, puis tu as dit en même temps quelque chose qui vient de me chercher, l'intersectionnalité, parce qu'elle, c'est intéressant qu'elle parle de les couches sociales, so intersectionality. Moi, je veux dire, si tu me permets, j'ai jamais pu cacher le fait que j'étais noire. Jamais, jamais, jamais. Je peux agir d'une certaine façon qui est moins comme les noirs, mais on me voit toujours, I'm always going to be a black woman. Alors, moi, c'était comme de facto noir, donc la cause, c'est la cause noire. Mais dans la communauté noire, l'homosexualité dans les années 90-2000, c'était pas super accueillant. Donc, j'ai trouvé beaucoup de réponses, j'ai trouvé une camaraderie, un sisterhood chez les féministes, puis je sentais que je comprenais, c'est quelque chose auquel je voulais appartenir. Mais à l'intérieur du mouvement féministe, je vois la première vague. Tout ce qui est avant 1920, c'est le droit de vote. Deuxième vague, c'est au niveau des droits de travail. Puis troisième vague, dans les années 70, finalement, les femmes de couleur prennent leur place. Fait que j'ai toujours été tiraillée. Puis là, lesbienne, ça c'est comme, oh my God, this is the last of my things. Si je peux profiter du privilège que j'ai l'air d'une femme hétérosexuelle, je vais aussi le prendre. Fait que pour moi, à la fin, quand je me dis, je prends le rôle d'être une femme noire, lesbienne, puis d'être out, puis d'être en tech, c'est comme, c'est quelque chose. Puis ça vient me chercher ce que vous dites, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut rentrer dans la conversation avant que je réponde à ta question. Non, mais c'est vraiment qu'est-ce qui t'a mené à... Oui, ben j'ai une maîtrise en service social. Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans comme travailleuse sociale, ce qui m'a donné un goût pour la défense des droits. Ça m'a donné également un goût pour tout ce qui est en lien avec les inégalités. J'ai quand même été privilégiée parce que j'ai été dans des bonnes écoles, mais il y a quelque chose qui venait me chercher, puis je me suis lancée en service social. J'ai fait ça pendant 10 ans. Après la fin de mon contrat, j'étais dans une région éloignée, à Blanc-Sablon. C'était vraiment génial. Oui, c'est loin. C'est vraiment loin. Blanc-Sablon, c'est là aussi que j'ai été beaucoup exposée de proche aux communautés des Premières Nations dans le nord du Québec. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Je sais pas, il y avait quelque chose avec les inégalités où est-ce que je me sentais beaucoup plus concernée, beaucoup plus proche. Et puis, fait intéressant, dans le nord du Québec, je ne suis pas noire, je suis la fille de la ville. Fait que ça, c'était le fun, parce qu'ils se foutaient de mon homosexualité, ils se foutaient complètement de ma couleur de peau. J'étais la fille qui n'était pas née dans le village, puis j'étais la fille de l'extérieur. Okay. Puis l'avantage que ça donne, c'est que ça donne le fait que tout le monde peut me raconter leurs secrets parce qu'ils savent que je vais partir à un moment donné. Fait que c'était génial. Mais les coins isolés, les endroits isolés, ça fait en sorte que la misère sociale a commencé à me peser sur le dos. Je cherchais quelque chose à faire. J'avais pas envie de faire de la gestion de services sociaux, puis j'avais pas envie de faire de la pratique privée. Alors, je me suis lancée en technologie parce qu'il y avait des gens autour de moi qui le faisaient. Mais quand je l'ai fait, je pensais pas que je passais d'un métier à 95% féminin à un métier où est-ce que je suis souvent la seule femme noire, puis je suis la rareté lesbienne, ce que je pensais en fait. Alors, c'est pas un choix qui était pensé, je vais aller en tech, je vais aller me lancer dans un monde où est-ce qu'il y a juste des hommes, puis je vais être la seule.
C'était plus une passion pour toi, déjà, la technologie. Ben, la technologie, c'était une façon de pouvoir régler des problèmes, parce que je trouvais qu'au niveau social, on réglait des problèmes, mais il manquait... Je trouvais que je frappais un plafond, pas beaucoup de ressources. Puis il faut qu'on règle des problèmes qui se répètent. Des problèmes de pauvreté. Je trouvais qu'à ce moment-là, les politiques qui étaient en place, ça faisait en sorte qu'on faisait juste mettre on patchait. Je suis sûre que ça a changé depuis le temps. Non, c'est ça, j'allais te dire, ça n'a pas beaucoup. OK. Je m'essaye. Je m'essaye. Mais j'ai voulu... les technologies, ça m'a frappé comment ils réglaient des problèmes sociaux en utilisant de la tech. Fait que je l'ai choisi parce que j'avais l'impression que ça couvrait beaucoup plus que juste un... Je sentais que c'est une industrie qui allait vers l'avant puis qui pouvait peut-être changer les choses. Exact. Fait que c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Mais j'ai quand même frappé mon Waterloo puis je me suis quand même sentie isolée. J'imagine. On va parler un peu plus loin des initiatives dans la tech. Grand Chief Skydeer, I read in the archival book that you were selected to play football for Florida University. Do you want to talk us about how this experience became something real and what you got from it? It actually wasn't for the Florida University. It was for when they were starting women's professional tackle football. Okay. But I did go to University of Central Florida after I attempted to think I was going to be like the WNBA and make thousands of dollars playing football. America wasn't ready for it. But so obviously the early startings of my football career came from going to Centennial Academy. They had flag football. I later went to Vanier College. They had touch football, or might have been in the opposite way. Touch football was at Centennial, flag football was at Vanier. And then in 2000, about the time that I graduated from Vanier, I had heard that they were going to be starting up women's tackle football in the United States. And I was like, wow, that sounds like, because I was always very much into sports. I played everything. And that's where I got the, teamwork, team spirit, where I realized I had leadership qualities, always being, whether it was captain of the basketball team, quarterback of the football team, and where I guess the early start of when you asked the question earlier, what wanted me to get involved in the community, I think growing up in the Kahnawake, you always heard you go to school, you leave the community, and whatever you learn and all the skills you acquire, you come back and you work for your people. So when I left the community, never did I think that, I was going to come back, to be honest, because once you leave and then you see the big world, and I had so many friends, and of course of the LGBTQ plus community. So after leaving the community, I was being sheltered and not really having friends and understanding. Then you get into sports in America, and you just seen, there were so many gay women like myself, and that were out, and they were just living their lives. And I was like, oh my God, I'm so happy that I got this experience now, to leave the community, and it really helped me to evolve and grow. And so definitely the experience of playing women's tackle football opened my eyes, obviously, to what life is like outside of the reserve. And you hear about people's stories. Their families are so dispersed across, oh, my grandmother lives in California and my brother lives in New York and this person lives here, and they're so spread out. So I'm like, well, how do you keep that sense of family and community? Whereas where I come from, my grandmother lives next door, my other grandmother lives 5 minutes, everybody's together, So when I came home, I definitely valued and appreciated the fact that our families are very strong in the community. And obviously the family of having, friends now from LGBTQ plus community. And we went to San Francisco Pride in 2006, and to see tens and maybe even hundreds of thousands of people parading in the streets at the Pride there, it was just mind-blowing for me. And after that, I said, I'm never going to hide who I am ever again. That was when I cut my hair. I used to have long hair down to the end of my butt. But no, I cut it, and I was like, now I could be myself. I felt like for the longest time I was hiding who I really was from my community, from myself, from my family. And I think I had my first experience having a girlfriend when I was 20, not long after I left the community. And, after that, I started to be more comfortable. And I said, you know what? I'm sure there's other young people, not just in Kahnawake in the Mohawk community, but other First Nations that need to see
other women out there that are being proud and living their lives, because honestly, life is so short. We're not guaranteed tomorrow, and for people to just be happy. And so I was obviously terrified to have to tell my family, but it was so easy. Everybody was very accepting, and my friends were very accepting. And then over time, I think in the community, it's become, every family is touched. Every family has probably somebody that's of the, Two-Spirit LGBTQ plus community now. I see it more. There's people that are transitioning even, and it's like, wow. I think at one point we might even have to have a pride parade in the community. Ooh. Because other First Nations are doing it. I've heard that. So there's definitely been some positive movements, and of course, Montreal is our traditional territory. Thank you, Garance, for doing that land recognition and acknowledgement there in the beginning, because more people need to know about Indigenous people, First Nations of this land, and our history here, and that we can do positive things together. And like I said, with the proximity to having such a great Pride week-long events and parade and so forth, members from our community can easily come and participate and be a part of the celebrations. So those are some of my experiences then with football. But again, it wasn't at university. Yeah. And but I think we need to know all about the coming out stories, because there are so many coming out stories, and I think that we need to see that diversity, because I remember at 19 I used to think that every coming out was bad, and I didn't have any role models. At the time, the only role models that I had were on the L Word, and I didn't really fit in. So I think it's the way that the more stories you see, and even for everyone in the society to see that there's so many diversity in our own diversity, that we need to see that there's a lot of positive experiences also. In comparison to some of the stories I had heard, from my peers in Florida when we was living there, and how they were actually disowned, that their families completely turned their backs on them and won't speak to them. And I was just so heartbroken to hear stuff like that, hence where the term family came from, right? I guess of other LGBTQ people coming together and recognize each other as family because their own families had turned their backs on them. And, thankfully that wasn't my experience, and, but it's so sad and unfortunate to hear that that's a reality that some people face. Yeah, and even in other parts of the world, just traveling to other countries, yes. The context is really different, and we have to acknowledge that here we can live our lives. But yeah, I love the stories of when the coming out and when we're young. I used to want to see parties, want to see lesbians in some places, and when I was growing up, there was like some bars in the village, but they were all kind of closing. So I feel like we need to see us represented on TV, in the music industry. So I don't know if you have other stories from your teenage years or moments that really that you have good memories. I can tell one to start, but one of the first time I went to Pride, my first Pride actually, I went to a party that was called at the time Les Beaux Mondes, and it was really popular. I don't know if some of you went to that party, but yes. It was many floors, and then there was an elevator, and every time the elevator was opening, you had like 60 lesbians coming out of it, and I just stand there all night in front of the elevator because I wanted to see lesbians so much, and it was like, this is my moment. I can see lesbians all night, and they're all different. And I remember seeing Mistress Barbara, and I was like, oh my God. So I think, and these stories still resonate with me. So je sais pas si vous avez des moments clés de votre jeune lesbianisme qui pourrait inspirer des gens ou rappeler des souvenirs à d'autres. Mais j'ai pas... je pense que c'est Manon qui racontait l'histoire d'un film que je pense pas avoir vu, mais je vais le checker. Moi, j'ai une amie qui m'a amenée voir le film Bound. Oh, yeah. C'est comme... Oh my God! Elle m'a pas préparée pour me dire, on va voir un film Bound avec possiblement une scène lesbienne. J'étais assise sur mon siège, je pense que je poussais
mes pieds poussaient le siège parce que je voyais Gina Gershon puis Jennifer Tilly. Oh my God, super sexy, super sexy. Alors, c'était pas un coming out story, mais je pense que mon amie Tania, à ce moment-là, elle devait sentir que j'avais quelque chose qui ferait en sorte qu'il y allait avoir des étoiles à ce moment-là. Fait que c'était un plaisir traumatisant, en fait. Mais ça, c'était une de mes histoires que j'oublierai jamais. J'oublierai jamais comment une actrice peut se transformer autant pour avoir un look androgyne. Gina Gershon, c'était impressionnant. Mais ouais, c'est au niveau de la filmographie, de Celluloid Closet, Bound, tous ces films-là qui valident notre identité, puis qui valident notre invisibilité, en fait. Fait que ça, c'est une histoire, parmi tant d'autres. Ben, je pense qu'on nomme, Granchi Skydeal le disait, il y a des choses qui ont... Plus on en a entendu parler, plus il y a des femmes comme vous, comme nous, comme vous, qui sont devenues finalement seulement ce qu'elles sont, profondément. Il y en a d'autres ici dans la salle. Ça a créé comme une espèce de vague. Ben, pas une grosse vague déferlante, pas un tsunami, mais qui faisait que pour l'autre à côté, ça devenait toujours juste un petit peu plus facile. Puis c'est pas linéaire parce qu'il y a des endroits où effectivement, encore aujourd'hui, il y a des enfants qui se font dire, des adolescentes, qui se font dire, ben non, t'es pas dans la norme, on veut pas rien savoir de toi dans la famille, dans la communauté. Ça existe, je veux pas qu'on se ferme les yeux, mais ceci étant dit, tu sais, je regarde entre les années 70 où ça se parlait pas trop. Oui, il y avait beaucoup de débats, t'as raison, mais rappelez-vous, c'est dans le sous-sol pour être sûr que personne qui allait nous voir, ni rentrer ni sortir. On allait là avec une certaine peur au ventre, dans le sens, oui, le plaisir de se retrouver entre lesbiennes, mais aussi la crainte parce que c'était pas inconnu, ces endroits-là. Hein? Donc, la crainte de ce qui pouvait arriver. On sait qu'il y en a déjà de nos sœurs qui se sont fait ramasser. Mais plus on s'est mis ensemble, et ensemble, on a chacune avec ce qu'on était capable, ce qu'on avait envie, qu'on s'est mise de l'avant, qu'on a accepté de se mettre de l'avant, et nous et beaucoup d'autres. Je pense que ça nous a facilité la vie. Parce que moi, les modèles, je disais que je n'avais pas, mais tu sais, avec du recul, moi, je faisais aussi du sport. Alors, on pourrait faire peut-être un parallèle entre le sport et comment on pouvait se retrouver comme lesbienne dans ces années-là. Mais quand j'y repense à rebours, bon, c'était pas toutes des lesbiennes, là. On jouait pas à balle molle, quand même. Mais beaucoup de ces femmes-là étaient lesbiennes. Beaucoup, mais ça se parlait pas, là. Tu sais, ça se parlait pas. Non, il y avait certaines... moi, j'ai étudié en beaux-arts en me disant que j'allais voir plus de lesbiennes que si j'allais étudier en finance. Parce qu'à l'époque, je cherchais tellement à m'entourer de personnes différentes que je me suis dit, ben les artistes, ça me ressemble plus, tout de même. Je pense qu'il y a beaucoup dans le sport que c'est la même chose. Puis dans l'envie aussi de se surpasser dans certains contextes qui étaient plus ouverts selon ce qu'on imaginait. Là. Ouais, t'as pas tort. Dans les arts, like in arts, like there was a fluidity that you didn't find in other disciplines, I found. You know, il y avait comme cette fluidité dans leur expression, dans ce qu'ils faisaient, qui laissait beaucoup plus de place à l'identité de genre, l'identité sexuelle. Définitivement plus que l'histoire, parce que j'étudiais un peu l'histoire. Puis je connais pas les finances, mais je m'imagine que c'est pas la place. J'ai dit un exemple comme ça, là, mais c'est peut-être parce que moi, ça m'effrayait parce que je suis pas bonne avec les chiffres. Une femme d'affaires. Ouais, mais j'ai beaucoup de bonnes personnes qui sont autour de moi qui m'aident parce que c'est pas ma force. Donc, on parlait tantôt de l'univers de la tech. Rachel, tu t'es impliquée dans un organisme qui s'appelle Lesbiennes du Tech. On en a beaucoup entendu parler. Gros mouvement qui a vu le jour à San Francisco. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus de ton expérience avec Lesbiennes du Tech et aussi qu'est-ce que c'est de créer des réseaux comme ça dans certains domaines
pour pouvoir réseauter puis se soutenir, en fait. Absolument. D'avoir fait le saut puis travailler dans le domaine des technologies a fait en sorte qu'à un certain point, comme je disais plus tôt, j'ai passé d'un environnement 95% de femmes, où est-ce que les hommes étaient en minorité, puis les hommes, s'ils faisaient des erreurs, ils étaient remis à leur place assez rapidement. Fait que j'étais habituée à dominer dans ce sens-là. Puis là, je me retrouvais dans un milieu où est-ce que j'étais plus isolée. Puis, étant donné que pour moi, la réussite, c'était d'avoir changé de carrière sans nécessairement retourner à l'école, mais d'avoir étudié quand même par moi-même. Tout allait bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vive une situation d'harcèlement sexuel. Puis, j'arrivais pas, comme experte en comportement humain, j'ai beaucoup minimisé la situation, puis je pensais que je pouvais la régler, mais en fait, même si on dit cordonnier mal chaussé, j'arrivais pas à repousser ou à contrôler la situation. Fait que finalement, j'ai été voir mon supérieur immédiat, qui à ce moment-là était le président de la compagnie. Puis je pense qu'il n'était pas non plus outillé à gérer une situation d'harcèlement sexuel. Fait qu'il m'a dit, écoute, tu sais comment il est, essaie juste de l'ignorer. Mais en fait, c'est difficile d'ignorer quelqu'un qui, on travaillait, je pense qu'on était une dizaine ou une quinzaine dans le bureau, puis c'était une aire ouverte. Fait que là, ça c'est une des choses qui a fait en sorte que je me sentis extrêmement isolée. Puis lors d'un voyage, comme disait la chef plus tôt, à San Francisco, je me suis retrouvée dans une conférence de Lesbiennes du Tech. Puis je suis passée d'un isolement extrême à Montréal, lesbienne noire dans le milieu des technologies, dans une compagnie de performance numérique, à me retrouver à Castro, de Castro Neighborhood, au théâtre Castro, avec 5000 lesbiennes, queer, personnes non-binaires alliées qui travaillaient toutes dans le domaine des technologies. Puis, quand la conférence est terminée, je me suis dit, oh non, je ne peux pas retourner à Montréal comme ça, sans rien. Fait que j'ai été voir la fondatrice, puis je lui ai dit, écoute, il faut que tu me donnes une boîte à outils, je m'en vais faire la même chose à Montréal. Puis elle m'a dit, t'en fais pas, on va t'épauler, on va te soutenir. Puis là, j'ai fondé le chapitre montréalais de Lesbiennes du Tech. Puis le but, c'était vraiment, au début, quand j'en ai parlé, quand j'essayais de recruter des gens, ils me disaient souvent, il n'y a pas beaucoup de lesbiennes en tech. La première chose qu'ils me disaient. L'autre chose, c'est que je travaillais beaucoup dans ma job de jour. Fait que faire ça le soir, c'était pas évident. Fait que là, il était comme, t'es pas bien organisé, t'arrives pas à faire tes trucs. Je suis comme, ouais, j'ai comme 2 jobs, tu sais. Mais en bout de ligne, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un besoin. Les événements, ils étaient primés. Il y avait comme de 50 à 100 personnes qui se présentaient. Ils avaient la même réalité que moi. Ils étaient tout seuls. Des fois, ils vivaient des situations de harcèlement sexuel puis ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ne pouvaient pas nécessairement parler de leur sexualité parce qu'ils se trouvaient dans une situation où est-ce que, ils faisaient face à des promotions. Fait que c'est comme, tu sais, qui tu veux avoir pour pouvoir... Qui tu veux promouvoir qui va faire partie de la gang, qui va faire partie de la culture. Fait que ça, c'était des problématiques qu'on discutait ensemble. Fait que pour moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ça, à développer un réseau à Montréal, à participer ou bien à faire en sorte qu'il y ait eu un sommet à Montréal. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin personnellement d'un réseau pour pouvoir comparer les salaires, comparer les conditions de travail, voir c'est quoi les compagnies qui ont des politiques d'harcèlement sexuel, voir c'est quoi les compagnies où est-ce que tu peux faire tu peux poser une demande ou rapporter un problème puis que tu n'aies pas des représailles. Ouais. C'est quoi les compagnies à Montréal en tech qui sont géniales puis qui sont avancées puis forward dans leur façon de fonctionner. Fait que c'est pour ça que je me suis impliquée, c'est pour ça que j'ai parti ça, puis ça a fait en sorte que je ne peux plus retourner en arrière, je ne peux plus retourner dans une compagnie où est-ce qu'ils ne mettent pas en place toutes les structures pour que je puisse grandir, pour que mes valeurs que j'ai perso puissent faire partie des valeurs de la compagnie également. On s'est souvent parlé de ce réseau-là de femmes de LGBTQ+, ouais. De ce réseau de contacts, d'échanges de bonnes pratiques. Donc, je pense que Lesbiennes du Tech, c'en est un réseau. Je veux savoir, vous, ce que vous pensiez de ce networking-là, de ce réseau de femmes LGBTQ+, que l'on pourrait créer, que l'on pourrait entretenir. On sait que les hommes font ça depuis très longtemps. Donc, est-ce que pour vous, le sentiment de communauté, le sentiment d'appartenance, the sense of belonging to this community and to this networking that we could create, how do you feel about it? Je dirais qu'il en existe déjà. Ils sont peut-être moins fulgurants, mais je me rappelle qu'on a quand même fondé le Réseau des lesbiennes du Québec en 1996. Et c'était Réseau des lesbiennes du Québec, Québec Lesbian Network. Déjà, on avait compris qu'il fallait se rassembler, non pas se diviser.
C'est sûr que c'est pas du même niveau très spécifique dont tu parles, mais n'en demeure que dans ce réseau-là, bon an, mal an, ça a été un lieu où, ensemble, on a pu faire des prises de conscience, identifier des fois des failles dans le système, etc. Ouais. Mais surtout, se solidifier parce que, on va être honnête, dans justement la mouvance LGBTQ+, même à l'époque, on disait gay et lesbienne, rappelons-nous, là, on est dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de place pour les lesbiennes, donc ça prenait aussi cet espace-là. Fait que j'ai envie d'honorer les organismes porteurs. Les organismes lesbiens. Ouais. Et là-dessus, Florence, tu as joué, je dirais, dans les 10-15 dernières années, tu as joué une coche vraiment importante pour nous réseauter, nous mettre ensemble, puis tout ça, en utilisant fièrement le mot lesbienne. Mais ça, je te les ai dit plusieurs fois, fait que je... Oui, il y a une question qui concerne ça un peu plus loin, pour que... okay. Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est comme un inside entre nous, mais quand j'en parle aux gens de cette anecdote-là, les gens trouvent ça vraiment intéressant. Mm-hmm. On peut en parler tout de suite, si tu veux. De la fois où on a parlé du mot lesbienne ensemble, parce que moi, j'étais arrivée avec mes projets, puis je mettais lesbienne partout. Puis à ce moment-là, tu m'as expliqué que tu avais quand même une drôle de relation avec le mot lesbienne. En fait, il faut se reporter quoi, 10 ans en arrière? Ça fait 10 ans, Leds? Oui, à peu près, 10. On se reporte 10 ans en arrière. Premièrement, même si dans l'acronyme de SLGBTQ, le L est en premier, on le prononce rapidement, puis on veut un autre. Mais moi, j'étais heureuse de voir une nouvelle génération de lesbiennes qui n'hésitait pas, en même temps à dire lesbienne, spread the word, ça le dit, là, mais aussi dans la phrase d'après, se dire queer. Et ça, pour moi, c'était comme une nouvelle génération, et que pour moi, le travail que toi et toutes les femmes, toutes les lesbiennes qui ont travaillé avec toi dans tes projets, c'est d'honorer ce mot-là, parce que pour moi, être lesbienne, c'est puissant. C'est une vision du monde, une vision du monde que ça vaut le coup. Puis quand je regarde tout ce qui a déboulé après ça, que tu as fait autour de tes... que ce soit le Spread the World ou la magazine, ou etc., ça a toujours été... En tout cas, moi, je suis tellement fier. Je suis tellement fier, puis tout ça. Fait que oui, pour moi, une réappropriation, parce que on l'avait perdu à la fin des années 80, début 90, on parlait juste de femmes gays. On n'utilisait pas, puis je veux pas exclure, mais je me rends compte qu'en bout de ligne, c'est que ça m'a invisibilisé. Et que, parce que oui, nous aussi, on participe dans un monde où le patriarcat n'est pas aboli et que même à l'intérieur de nos communautés, on vit parfois des moments difficiles, intersectionnels, dans l'autre sens du terme. Fait que, ouais, merci. Mais oui, c'est un mot qui, à la base, pour moi, je voyais pas autre chose que ce mot-là. En grandissant, c'est un mot qui m'a donné beaucoup de honte. Puis ensuite, j'ai eu envie de prendre ce mot-là. Puis au début, je disais, je veux le rendre cool. Puis les gens étaient comme, ouais, peut-être pas le dire comme ça. Mais au final, c'était comme ça que je voulais le ressentir aussi. Puis après, en rencontrant des militantes plus âgées, j'ai aussi découvert que en se réappropriant ce mot-là, ces femmes-là étaient très fières qu'on réutilise ce mot, puis je me suis fait des bonnes amies avec qui on a célébré ce mot-là ensemble, donc je trouve que c'est vraiment important. I have a question for you, Grand Chief. Is the word lesbian is used in your territory? Yeah, I think, but like you said, the younger generation now are more using this word queer. Or a lot of them don't even want to label or identify as one thing or another. Like, why can't I just love people? Like, maybe one day I'll be in a relationship with a woman, and then maybe it'll be somebody else, and maybe it'll be a man. And then I don't want to be called bisexual, because then what if I want to be with... So I'm sure there are the ones who will want to identify with a specific, whether it's lesbian, gay woman, queer woman. Even for myself, I don't really come out expressively and say, well, I'm lesbian.
I mean, I'm married to a woman. I'm sure we're going to be together for the rest of our lives. But I personally have a difficulty with labels, you know. And so I think every person, you know, depending on how they feel and how they want to identify, for them in terms of in social settings or, you know, being a part of, like you talked about, these alliances and Quebec Lesbian Network and different things, you know. So I like you said, I think the younger generation are having a difficult time. And then, of course, the acronym, they're like, well, you know, how long, how many more letters are we going to include in there? You know, so I think there's a growing, how would I say, I don't want to call it a dissension, but feeling like, why do I have to have a label? Why do I have to be identified as something one way or the other? You know, I just want to love people, whether it's a man, whether it's a woman, whether it's someone who falls in between, you know, this thing of people identifying as they and not wanting to be, I guess, or non-binary. And so it's a learning curve. And for those who aren't a part of this community, you know, they're having a hard time understanding as well. So having to explain and just, you know, so yeah, it's very interesting. Yeah, it's an interesting topic because sure. Labels, at one point, I think we don't need them, but at some point in my life, I really needed them, and I needed people to be out and loud to me to be able to relate. So it's an interesting topic because it keeps on evolving, but at the same time, I know that we still need to have folks that are visible, and there's more and more, and I feel that's maybe why the younger generation now feels a different way, because there are so many people. I'm looking at pop culture right now, and I would have loved that when I was a teenager, but I think things are slowly changing. But I think that like when people ask me all the time about how the village is important in Montreal, and I think I can relate this to also labels. I think at some point in your life you don't need them anymore, but you needed them, and people still need that because we have different experiences. So. And we don't want to go backward, right? I think that's the most important thing. Yeah. We don't want to go backward. We're at this, you know, juncture now, and I feel, you know, I think a lot of people are watching what's happening in the United States, and, you know, the rules against transgender and going back on the abortion and different things like that. And it's like, oof, hopefully those things don't happen here, you know, but I think ensuring that, like you said, there's always a space for somebody. Yes. When they need it. And I saw it 2 days ago. We had our LSTW party. There was also the lesbian barbecue with the RLQ, and these spaces, people were missing them during the pandemic, and I wasn't sure if I was going to continue the parties, but then during the night, everybody was like, you need to do it once a month. And I'm like, okay, we need to be back because these spaces are important, and absolutely. Even if sometimes we're questioning them, I think it's still important to be there. And I don't know if you want to talk about how did you get to become Grand Chief, and how your implication in your community, how do you feel it every day? Okay, so when I moved back from Florida in 2008, I graduated from the University of Central Florida. I had my bachelor's degree in psychology, and I was like, what am I going to do with my life? I figured, you know, maybe I'm going to go into social work, something to that effect. And unfortunately, that didn't work out, and I was working in the tobacco industry for a little while, and then I had heard that the election was going to be coming up, and so this was 2009. I was 29 at the time, and I asked my friends and family, you know, like, what do you think? And at this time, I was already with my soon-to-be wife at the time. We've been together. It'll be 15 years, August 17th. Congrats. Wow. 5 stepchildren, 5 grandchildren. You wouldn't think, hey, they're like, my God, you look so young. How do you have grandchildren? Well, I opted for a ready-made family. I didn't have to do the work. But so I ran in the election in 2009. I was successful, and actually on candidates night, because everybody has to go before the community and talk about what's your platform, what are you going to do, and you know, my spouse at the time was sitting in the crowd, and I said, you know, I'm not going to start my political career on a lie. I says, this is my girlfriend, this is my life, you know, I have beautiful stepchildren here, and if you don't support that, then don't support me, because, you know, I feel that it's important for people to know that this is who I am.
So I was successful. So for me, that wasn't a barrier. Obviously, I think the community had come a long way in terms of acceptance, and then I was in the council for 12 consecutive years, so 4 terms. It's 3-year terms, and then we had lost our Grand Chief, Joe Norton, who was in the council for a very long time, especially during our most difficult time in the 1990 Oka crisis, and he passed away, and the seat became vacant. And I always said, you know what, I wasn't going to run against him. But when, you know, the seat became empty, and I thought about it, and again consulted with friends and family, and I think my mother was like, no, don't do it, it's going to be too much pressure. And, you know, because of who I was and because of my sexual orientation, I think she felt that I would be more of a target. And you know, when you're in politics, you know, it could be very you're a target constantly. People don't like your decisions, you know. So, but honestly, I felt that I was the right person for the job, and I didn't think that it was going to be a deterrent, obviously, because of the support that I had received continuously over the last 12 years. And so I was successful last July. It's been 1 year in, and I have to say, you know, some of the opportunities and experiences that I had in being in this role, and looking forward to what the next 2 years could bring. And before I came here, I was invited to Black Women's Summit. It was called the Salon International de la Femme Noire, from Audace au Féminin, and they invited me there to do a land acknowledgement and to do some opening words about reconciliation and about building relationships, because ultimately that's what it's about. It doesn't matter about the color of your skin, who you sleep with. You know, we should all be respectful of each other, love each other. Like I said, we have one life to live. It's very short, and that, you know, just try to acknowledge and respect people for who they are and let them live their lives. And, you know, we definitely have so much more, I think, growing to do, and evolving and understanding of each other. And so those are the kind of messages I bring in all of the different places that I go. And I was even guest of the president of Mexico in August of last year for 500 years of indigenous resistance, because obviously the indigenous population in Mexico went through similar experiences. And so there's definitely, you know, all of these seeds being planted about the things we need to do differently for the next 500 years, because since colonization and all these things that have happened in history haven't always been the nicest, and, you know, almost even embarrassing to some degree of the way people have been treated. And, you know, we have to ask ourselves, what kind of legacy are we going to leave for the generation now and the ones yet to come? And that's a principle in our culture about 7 generations, thinking all the decisions that we make today and the things we do today should impact those for 7 generations in a positive way. Thank you for that. I would, maybe if we can share the same question, but I was gonna ask if you had like one success and also maybe one challenge during your career, and something that could inspire folks to just continue or start getting involved in community work. And so many challenges, I'm sure, and so many successes, but I can go. If I can go, I'm just going to twist a bit your question. I think I can line up all my success and challenges, but I think it's more important to actually mention what helped those success. And for me, what helped me was to be surrounded by not only mentors, but, you know, people that I trusted, people that knew who I was, people that knew my values, people that were in a position where I wanted to be. So that whatever I did, I basically was surrounded by advisors, and they basically led the way or just supported me whenever I was sharing my challenges. So yeah, I think I just want to leave it with really important to surround yourself with people that would lift you up. You know, whenever you're going to do something super crazy, those are the people that support you. They find a way to support whatever idea that you have. Much, much important. Yeah. C'est beau. Merci. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est tellement essentiel. Quand tu as posé la question, j'ai essayé de me rappeler, parce que moi, faire de la politique dans la vie, c'est jamais quelque chose qui m'a attiré.
Me battre pour la justice, ça oui. Mais de faire de la politique partisane, c'est pas quelque chose que j'envisageais depuis mon jeune âge. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu te rends compte que ça change pas, ben là, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Faut faire un pas de plus. Et c'est là qu'avec d'autres, à un moment donné, une espèce de vision, puis j'aime beaucoup quand Grand Chief dit, ben dans le fond, tu sais, on a juste une vie, puis elle est courte, puis pourquoi on la prend à se faire la vie difficile? T'sais, on pourrait plutôt la prendre pour se respecter, faire en sorte qu'on s'aime, que le monde... Moi, je suis plutôt de cette école-là. Je viens de cette école-là de... il me semble que la vie est juste... Il faut juste l'honorer au maximum, puis la façon de le faire, c'est de le respecter tel qu'on est. Mais je pourrais jamais oublier que, bon, j'ai été la première candidate pour Québec solidaire quand on a fondé notre parti. Et c'était assez audacieux pour un parti politique parce que j'étais pas une personne connue à l'époque non plus, de dire, ben, la première personne qui sera candidate est quelqu'un qui sort des normes. Mm-hmm. C'était assez audacieux parce qu'il n'était pas question que j'enlève ma moustache, il n'était pas question, moi aussi, j'ai toujours été out, fait qu'il n'était pas question que je retourne dans le garde-robe. Et j'ai toujours remercié mon parti d'avoir eu cette audace. Cette audace aussi de présenter un Iranien comme un médecin iranien comme premier député. Bon, tu sais, il y a quelque chose de spécial dans ce parti-là. Mais j'oublierai jamais la fois où Amir Kadir, mon collègue que j'aime tant, durant un Pride ici, il était venu me voir, puis je pense que ça faisait peut-être la 4e fois que je me présentais, tu sais. Avec tout, Amir, c'est une souhait, tu sais, avec toute sa finesse. Tu sais, il vient me voir avant le Pride, on avait un kiosque. Puis là, il dit, sérieux, Manon, tu vas te représenter une 4e fois, tu sais. Tu penses pas que peut-être que ta moustache, ça aide pas, tu sais? Puis là, Amir, avec toute sa tendresse, son amour, son hétéronormativité bien intégrée. Et puis, bon, regarde, on passe par-dessus dans le sens de pas... tu sais, chantait toute la bienveillance, dans le fond. Parce que oui, c'est vrai que faire de la politique, c'est rough. C'est rough. T'as la réaction directe, là. T'sais. Mais je me souviens que cette fois-là, on a fait un point de presse derrière le métro Baudry. Et il y avait... C'était... juste avant la première fois, ils ont transformé la loi pour donner accès aux personnes trans, au changement des marqueurs de genre, etc. Et là, on avait fait un point de presse là-dessus. Et là, il y avait tout un crowd. Un point de presse, généralement, c'est les journalistes. Mais là, il y avait tout un crowd de nos communautés qui étaient là. Et on finit le point de presse. Puis là, Amir, il m'a dit... Non, garde ta moustache, ces gens-là ont besoin de toi. Et ça, pour moi, c'était... Bon, j'avais jamais senti qu'anyway, Amir m'acceptait pas ou quoi que ce soit, mais je pense que cette fois-là, lui avait compris que d'incarner la diversité, c'est pas... Oui, il faut être fait fort, là, c'est pas facile, mais en même temps, c'est aussi d'offrir à plein de gens la possibilité de se reconnaître, la possibilité de dire « Ah, cette personne-là, je peux lui donner ma confiance puisque elle me ressemble, genre, entre guillemets. » Fait que moi, ça, c'est mon anecdote de... Ça aurait pu être off, mais dans le fond, ça a été un des plus beaux moments pour moi de m'assumer comme lesbienne butch avec ma moustache, puis... Finalement, bon, ça va avoir pris une autre élection avant d'être élu, mais ils m'auront élu quand même! Merci d'avoir partagé ton anecdote. Grand Chief Sky Deer.
So I've been racking my brain sitting here about challenges and what I could share. I mean, I've had a number of challenges. So when I left Canada to go to the United States, and when football didn't work out and had to go back to school, they would not transfer any of my grades from Vanier. I had to start college all from scratch. So that to me was a major setback, like thinking, oh my God, I have to go through 2 years of school again, then university, and then came back to Canada, had, oh my God, so much student loans and debt. So having to overcome that and just, setting goals for myself and saying, there's going to come a point where I'm just going to, hunker down and pay it off and get through that. And so that was one hurdle definitely in my life. And I'll have to say another one in terms of being who I am. And in our culture, when we go to practice ceremonies, there's very strict roles and responsibilities, and women are supposed to wear skirts. And obviously, I'm more comfortable dressing in men's clothes, and my outward appearance, like you said, is more butchy, or as I like to say, like a boyish girl. I don't wear skirts, and I can't bring myself to do it, even in a traditional, for ceremonial purposes. And I had to speak to some of the clan mothers to say, is it okay for me to wear pants and ribbon shirt and come from a different place? And I think that's something we're going to have to discuss in the future, because like we said, now, what if a male wants to attend a longhouse and wear skirts? Is that going to be frowned upon? So, in the community, I think we're going to have more dialogue in terms of our culture and how to find spaces for LGBTQ2+ people to fit in and not feel, like we're going to be looked upon in a negative way for not adhering to the norms and the traditional roles and expectations in those settings. So that has definitely been a challenge, but like I said, I've been able to overcome it. I think it's more acceptable for women to wear men's clothes than it is for men to wear women's clothes. And there's a double standard. As much as it's easier, I think, for women in the community to be in a lesbian relationship than it is for two men. I definitely see the difference in how easy it is, I guess, that there's not as much of a stigma, and there's definitely more work in that regard. But so like I said, the more we continue to have these kind of engagements and dialogues, and I don't know if people from my community are watching right now, but these are things that I think in terms of challenges and how do we overcome them together, Merci. Je vais partager, souvent quand on parle de l'histoire aussi de l'STW puis de mon implication, des fois je parle peut-être pas des moments plus difficiles. Il y a un enjeu qui revient dans plusieurs projets, dont Féminin, dont le magazine, dont aussi les femmes, on n'a souvent pas envie de parler, c'est l'argent. Puis au Québec aussi, on parle pas beaucoup d'argent, puis je pense que c'est important de peut-être expliquer un peu plus le portrait, mais dans nos communautés, c'est quand même aussi le reflet de la société. Donc, être un projet de femmes dans un monde LGBT dans la société, financer des projets. Je dis souvent que puis je l'ai dit dans la presse cette semaine en disant full pin, mais si on avait été des gars gays qui faisaient une série à la Queer as Folk au Québec, on aurait été financé full pin, puis on aurait fait plus que 2 saisons. Je pense que c'est des challenges dont on doit discuter aussi entre femmes entrepreneurs, entre femmes de la communauté, de comment on soutient. On a la chance d'avoir eu beaucoup de gens qui ont donné de leur temps, qui ont cru au projet, puis ça a été des projets porteurs. On a encore des partenaires maintenant aussi qui soutiennent le magazine. Les gens embarquent dans l'aventure. Il n'y a pas beaucoup d'imprimés pour les femmes queer. Il y en a 3 dans le monde, puis on fait partie des 3. Donc, les hommes gays ont des tonnes de magazines super beaux avec des pubs d'Yves Saint-Laurent. Mais je pense que c'est aussi de constater la réalité que d'être une femme en affaires aussi, on est une femme en premier. Puis je raconte tout le temps une anecdote que les places où je me suis sentie le plus lesbienne aussi, c'est dans des événements de femmes entrepreneurs.
tout le monde est en complet, blanc, avec un brushing. Puis moi, j'arrive avec mon style de lesbienne. Puis c'est sûrement dans les moments dans ma vie où je me suis sentie le plus lesbienne, c'est dans les événements de femmes d'affaires. Fait que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amener cette diversité-là à travers les femmes qui s'impliquent. J'imagine que dans la tech, c'est aussi beaucoup ça. Dans la politique aussi, on fait notre place comme passionnés de ce que l'on fait. Puis après ça, vient toutes ces intersections qui font que notre travail est beaucoup plus difficile. Mais je pense que l'idée, c'est de ne pas lâcher. Avant qu'on conclue et qu'on prenne des questions du public, je voulais vous demander si vous aviez autre chose à partager qui pourrait inspirer les générations plus jeunes. Puis je disais aussi les générations plus vieilles, là, parce que je me suis fait tellement d'amis dans les 3-4 dernières années le partage d'informations, d'expériences. Je pense que dans nos communautés, l'intergénérationnalité, c'est vraiment quelque chose d'important. Le partage, le legs aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous aimeriez partager, une anecdote ou maybe share something to inspire younger generations. And I say just also people around us that are still want to do some change and be positive about what's coming up. Ben, pour moi, le panel qui est là aujourd'hui, c'est, il me semble, là où on doit être rendu. La division entre nous, hein, tu parles d'intersectionnalité comme si c'était d'une évidence. Ça ne l'est pas pantoute. Puis on a tout acheminé là-dedans. Le colonialisme a fait des impacts majeurs, particulièrement chez certaines d'entre nous, mais le patriarcat a fait le même ravage sur certaines d'entre eux. Le même, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous comprenez, a aussi fait un grand ravage sur certaines d'entre nous. Alors pour moi, d'avoir ces lieux, peut-être, oui, en tech, de pouvoir se rassembler pour empower, là, pour devenir plus forte, plus solide. Mais après ça, c'est d'être confronté comme tech au colonialisme vécu par les personnes autochtones. Moi, comme blanche, d'être confronté aux réalités. Et c'est dans cette réunion, et c'est pour ça que je trouve que le panel, pour moi, m'inspire la suite des choses. C'est dans la réunion, c'est dans le ensemble qu'on va continuer à grandir comme humanité, en fait. Ouais. Je te trouve pas mal bonne, Manon, d'être pris en sandwich entre la chef et moi, puis que tu t'en tires très bien. Avec une union de tout ça, c'est vraiment merci. Je ne sais pas si, Rachel, tu avais quelque chose à partager en lien avec peut-être des projets à venir aussi. On recommence à se croiser. Là, la vie reprend aussi. On sent une effervescence dans nos milieux. C'est génial cette année aussi qu'on soit en présentiel pour toutes ces activités qu'on a fait beaucoup sur Zoom. Nous, on s'est beaucoup vus sur Zoom dans les derniers 2 ans. Oui. Je trouve ça le fun qu'on se voit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'en vient, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'impliquer aussi. Je sais que Lesbiennes du Tech aussi, tout le monde reprend les activités. Donc, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est stimulant, qu'est-ce qui nous pousse à continuer à s'impliquer. Oui, moi, j'ai passé le bâton aux autres parce que j'ai beaucoup contribué. En fait, je dirais que présentement, comme je disais plus tôt, j'ai trouvé une compagnie qui s'enligne avec mes valeurs. Puis je suis impressionnée de tout bord, de côté. Alors, pour l'instant, je vais prendre un peu de recul. Je vais surtout me reposer parce que la pandémie a été très dure. Ça a été très difficile. Fait que là, je suis en train de m'amuser à l'intérieur de la compagnie que je suis présentement parce que je travaille à Accenture. Okay. C'est un plaisir. Juste pour te donner une lunette, j'étais convoquée, comme plusieurs de mes collègues, à une rencontre qui est par le chef, la personne qui lead au Canada. Puis ça s'appelait « Le milieu de travail ne fonctionne pas pour les femmes. Il faut qu'on s'en parle. » Avec une présence obligatoire. Alors, c'est dans l'environnement dans lequel je suis présentement, puis je suis en train d'explorer ça. Ça, c'est juste
un parmi tant d'autres. Je peux en parler de plein d'autres exemples parce que je suis flabbergastée. Fait que je te reviens dès que je sors de ma tanière, puis je recommence dans d'autres projets. C'est génial. Ouais. Merci. Grand Chief? Yeah, it was definitely a challenge for me also to be on the panel with the language barrier, because obviously I'm not a French speaker, but I've learned French obviously throughout my education. But being able to understand, you know, for the most part, most of what you ladies have said today, not all, but you know, it's definitely been a good experience, and I want to thank you for joining the panel with myself and yourself. Thank you so much, and for those who participated today. So in terms of a message, you know, I think you're right. You know, there's still a lot of work that needs to be done, and working together. For me, obviously, you know, the Bill 96 issue is still a hard pill to swallow, because although most of us who want to learn French, I think it should be optional, not mandatory, and I have a hard time with the recognition as French of the official language of this territory, and I hate to get political, but that's my role and that's my job. But you know, that the First Nations languages were here long before, and if we're required to learn French, then why don't you learn Ganyageha? Just saying. And about, you know, I think because the whole purpose of us being here today is in this space of Pride Week, and about, you know, talking about Two-Spirit LGBTQ plus matters. And, you know, there's still a lot of young people, as you mentioned, who need hope. They need to see role models. They need to see people like them. They need those safe spaces. They need to be able to reach out and know where to go to speak to people and to feel validated. And if, you know, they're afraid to have their coming out story, and where they can find that kind of support. And I think, you know, each of us in our respective communities, or where we work or what we do, you know, if we're able to be that beacon and that, I guess, inspiration for people to come forward and create those spaces. And I think, you know, for myself personally, I think I could do more in terms of assisting with some of the movement that I see happening in the community. I think next Thursday they're having a screening of movies that have LGBTQ storylines and so forth, so young community members can come out and start seeing. So those kind of activities are relatively new, I'll say. And like I mentioned about the request of some members to have a parade or something like that, you know, I think they'll see that there are many people right across not only our community of Kahnawake, but, you know, just this area where we are, that they could find organizations and, you know, supports for them. And to, like I said, at the end of the day, we just all want to be happy, right? And to feel safe and to feel validated, loved, and protected. And, you know, so let's consciously and collectively do our effort to make that possible for everybody. And I think there's already been great strides and amazing things happening, you know, all across the city and, you know, different communities, and let's just keep up the good work. Yes. I maybe have one last question, because we always talk about role models, and we've been working in our communities for myself, a decade, and a lot of people ask me about how do I feel being a role model, and I would love to ask the question to you three. How do you feel? How does it make you feel, and how do you see change? And do you have maybe just an anecdote of something that's related to you being a role model? It's a difficult question, I know, because everybody asks. Moi, je pense que c'est une nécessité. We have, for me, it's not even a question. Like, you know, how do you feel about being a role model? I have to be present. I have to mentor others. I have to support. I have to speak about it. And that's what I'll keep doing. How do I feel about it? I think it's the right thing to do. Again, I grew up where I didn't have those models. And I just love this sharing and being in contact with people by sharing my own reality. So I'll keep doing it. I'll keep doing mentorship, and I'll keep being an advisor to other Black women, Black lesbians that have like a million of projects. For me, it's a no-brainer. It's a no-brainer. So amazing. Yeah.
I actually had a young woman come up to me about 2 weeks ago. We had our annual powwow that we have in the community. It's a big celebration, singing, dancing. If you've never been, make sure you come once in your life. It's the second weekend in July every year in Kahnawake. So afterward, of course, there was celebration, and I was at one of the local bars, and this young girl zoned in, and she came up to me and she was like, I can't believe you're here, first of all. Like, the Grand Chief is at the club. She's like, but no, seriously, I have to tell you, like, you're such a role model for me. Like, I've been following you I on, social media. When I did have it, I got hacked. Lost my Instagram page. But anyways, she was like, no, seriously. She's like, what you're doing, in terms of the job that you have, all the speaking engagements, the things you do for the community, you're such a role model for me personally as a young woman trying to figure out, myself, my sexuality, how I'm going to, live this life. She's like, but you're there, you're the example that it can be done, and you just push through, and you always look so happy in your life, and that's what I want, and I just want you to know that I don't know however many people tell you. She's like, but keep doing you, keep being you, because I'm sure there's other girls or people like me who feel this way, and I think you're doing such an honor to our community, to our nation, and to young people like me to have someone to look up to. And I was just like, wow, like it's so moving when you hear that from people. And I don't put myself on any kind of pedestal or think I'm above anybody because of the position I have. Like, I'm always going to be myself. I'm always going to be this outgoing, I'm a jokester at heart, I'm always being crazy and doing stuff. Even my grandmother, I'm so lucky I still have my grandmother. It was her 86th birthday yesterday, and I had on these shorts that were way too big, and I didn't have a belt, and I was pulling them up like this and like doing the Urkel, and she was like, and you're our Grand Chief. But you just gotta have fun and be real and stay true to who you are, and people will see that you're genuine in the way you come across in your approach, and that if you can inspire people and, make them see that they can, be a happy, fulfilled person in their life, and that you inspire them to be that, then I think then you're doing your job and your role here. Thank you. Ben, je suis d'accord que être un modèle, c'est pas, tu vas dire, demain matin, je me lève, je veux être un modèle, tu sais. Tu peux juste décider de l'assumer quand ça vient à toi. Puis tu te dis, ah, OK, c'est vrai. C'est vrai que, tu sais, moi, je me suis jamais dit, ah, je vais faire de la politique parce que je veux être un modèle de lesbienne. Non, tu sais, parce que mes motivations étaient différentes. Mais à un moment donné, quand on te reflète, que le fait que tu sois la personne que tu es, que tu t'assumes tel que tu es, ça joue pour les yeux de la personne en face de toi un rôle de modèle, ben là, il te reste le choix de le rejeter ou de l'assumer. Puis moi, je pense que, un peu comme tu disais, Rachel, à un moment donné, tu sais, je veux dire, on en a besoin de ces modèles-là. Peu importe, hein, comme humain, on cherche des gens qui font du sens pour nous. Et dans ce sens-là, ben pour moi, l'assumer, ça veut juste dire d'assumer la responsabilité de continuer à chercher à être le plus intègre, à être celle que je suis vraiment. C'est ça le seul modèle que je peux donner. Il n'y a pas de conseil à donner, on est toutes différentes. Mm-hmm. Mais moi, le bout que je peux faire, c'est de continuer à être celle que je suis pleinement. Et tant mieux si ça donne de l'espoir, parce que je pense que c'est de ça qu'on parle souvent. Mais c'est certain que c'est lorsqu'on le reçoit, moi ça a pris du temps avant que je me dise, à la base tout ce qu'on voulait faire c'est s'amuser en créant des projets. J'étais vraiment passionnée de télé, puis là quand j'ai réalisé que je pouvais m'impliquer, créer des projets mais les rendre lesbiens, au début c'était juste vraiment pour comme vivre l'expérience, puis après ça on voit qu'il y a un manque, puis après ça les années passent, puis finalement on sent qu'on aide les gens parce que, surtout avec l'événementiel, puis les soirées, les gens viennent nous parler. Quand on fait du travail communautaire, on est plus près de notre public, des personnes qui veulent adhérer aussi à ces mouvements de changement-là. Donc, avec le temps, c'est aussi
rencontrer, aller à la rencontre des gens, vraiment. Mais merci beaucoup à vous trois. On peut prendre des questions du public. Donc, j'imagine qu'il y a un micro dans la salle. Hi. I'd like to thank you, Grand Chief Sky Deer, sorry, for really acknowledging trans and non-binary people several times during this panel. I'm a little disappointed not to see any trans women here on this panel. I think there's really a problem here that we really celebrate, like what's been done for, gays and lesbians, but we really forget that some of us really don't have all the rights we should have. We don't have all the healthcare we should have. What's your point of view on this? Of course, and I'll answer in French because it's easier for me. Très d'accord avec ça. À travers les projets que je bâtis et sur lesquels je travaille, on a des présences de femmes trans. C'est important pour nous. À travers notre équipe, nos collaboratrices, on a des femmes trans, des personnes non-binaires. La communauté évolue sans cesse. Puis, quand on parle de femmes sur un panel, dans mon travail, partout, pour moi, la diversité, même notre diversité, est super importante. On a été invités sur ce panel aujourd'hui, mais c'est certain que c'était aussi, ça aurait été important d'avoir aussi une femme trans, je suis d'accord avec vous, et certainement à travers les initiatives qui sont bâties à travers mon travail, pour moi c'est très important parce que oui, on doit inclure toutes les intersections. I completely agree with your statement that there needs to be more for trans people. And when I was invited to this panel, I saw that it was movers and shakers, queer women. But I think you should definitely have a panel for trans people and talk about the issues that you're facing. I mean, I could imagine there's a number of them. And like you said, whether it's equality and being recognized, whether it's rights to healthcare, rights to maybe at some point marriage, and all of the things that we've pushed for and fought for as well. So hopefully, and I know we're coming to the end of the Pride Week, but that is included and considered for next year's festivities, that there's a panel for trans people. Ben, comme tu sais bien, ça fait partie de mon engagement comme allié. Et tantôt, quand je vous disais qu'est-ce que j'ai envie que la jeune génération, ou en tout cas de léguer, quand je disais ne pas se diviser, ça pour moi, c'est vraiment l'apprentissage le plus important. Et dans ce sens-là, bon, j'ai honoré la diversité qui était là. Ça ne voulait pas dire que parce qu'il n'y avait pas de femmes trans, je n'aurais pas honoré la diversité, mais oui, tu as raison. Puis il y a peut-être aussi d'autres femmes, les femmes handicapées, qui ne se reconnaissent peut-être pas ici aujourd'hui. Bon, mais pour moi, là, l'important, c'est de ne pas se diviser et de reconnaître qu'il y en a qui travaillent très fort pour qu'on se divise. Et moi, je ne veux pas ça. On va continuer à travailler à côté de toi. D'ailleurs, je vais marcher avec vous ce soir. All right. I'm not even going to take the time to... I want to recognize what you just said. I totally agree with you. Ever since I was very young, I realized that. I realized that people that made the change were people of color, were trans, were drag queen, were people that look different. So I'm not even going to talk about what I've done in the past. And for my next panels, I'm going to ask that at least there's someone that is trans on the panel. So that's what I can commit to today. Thank you. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Questions du public?
Bonjour. Bonjour. On parle d'être un modèle pour les autres, mais est-ce qu'il y a des journées ou des semaines ou même des mois où vous êtes comme c'est assez, j'en veux plus? Puis quoi faire avec cette situation-là en fait? Tous les jours. Tous les mois, oui. Tous les jours, tous les mois, toutes les secondes. C'est beaucoup de... Si je peux débuter, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup... tout le monde travaille fort, mais je pense que le côté communautaire des choses, des fois, je me dis, je vais juste faire comme d'autres de mes amis avec qui j'ai grandi, puis faire du 9 à 5, puis rentrer chez moi, écouter la télé. Mais ça fait partie de moi, même si la pandémie, pendant un moment, j'ai pris un moment pour me reposer, pour réfléchir, parce qu'on était à l'arrêt. J'ai quand même eu l'impression que je pouvais pas arrêter. Parce que je pense que ça fait vraiment partie de nous. Puis je sais qu'on peut pas non plus plaire à tout le monde. Puis plus t'es visible, plus tu reçois du négatif aussi, là. Des fois, c'est ça qui est le plus difficile. Mais au final, pour la personne dans le mois qui t'écrit, un parent ou un jeune, une personne qui partage que grâce à ce que tu fais, les choses changent puis qui te remercie, ça vient comme annuler toute la fatigue puis les côtés plus négatifs. Puis après ça, je pense que comme Manon l'a dit, l'important, c'est de ne pas se diviser parce qu'il y a tellement de gens qui essaient qu'on se divise. Puis je pense que qu'est-ce qui est important, que ce soit par toutes nos intersectionnalités, par notre âge, on est vraiment, vraiment plus fort tout le monde ensemble. Puis je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut focusser, sinon j'aurais arrêté vraiment, vraiment souvent. Je sais pas pour vous. If sometimes you get tired of getting implicated and wanting change, if some days it's more difficult. No, I mean, that's my whole work is about change, and I don't think there's ever a point where you get tired of doing the work and whatever it is that you believe in, you know, whether it's for, like we said, equality or recognition of rights, recognition of language. There's just so much that, you know, we're constantly working toward, and whatever it is that your area of focus, you know, and we have to keep up the fight, you know, and definitely don't get tired, don't get discouraged. If it's something you believe in, then you'll do whatever it takes to make that change come through. Même chose. C'est ça. C'est ça, elle l'a dit. Peut-être une chose, oui, il y a des fois où moi j'ai besoin d'aller me retirer dans le bois et de fermer tout cellulaire, zéro communication, personne, je veux plus voir personne, j'ai besoin d'être seul avec moi parce que ma responsabilité, c'est juste de pas arrêter. Tu sais, quand tu dis, Flo, j'ai pas le choix, je suis de même. Ben, c'est la même chose pour moi. Mais en même temps, il faut que je prenne soin de la madame ici. Parce qu'en bout de ligne, ben oui, moi, je vais pas m'arrêter tant que ça n'aura pas changé. Sinon, je ne serai pas bien. Fait que oui, c'est pour ça. Le bois. In the wood. What do you think about that? Typical lesbian. C'est ça? OK. Juste pour conclure, oui, je suis fatiguée, pas fatiguée de la cause, mais fatiguée des critiques, fatiguée de tu peux faire ça beaucoup mieux. Fait que je trouve des façons, soit onboarder les naysayers, fait que les gens qui ont des choses qui critiquent, souvent je les rallie puis je dis comment tu ferais ça toi? Justement, ça tombe bien, on cherchait une personne pour pouvoir faire tel truc. Fait que je trouve des différentes façons originales to basically onboard people like that are criticizing. But the cause, I have to admit, no, I don't get tired of the cause because I think it needs to be done. Oui, puis les choses changent. Je pense que notre communauté, on devrait juste gagner à être plus à l'écoute. Puis je pense qu'à partir du moment où on est à l'écoute de tout le monde vit des contextes différents, mais c'est l'écoute qui fait que les projets puissent perdurer. Merci. Okay. Merci pour la question. Je te taquinais. Bonjour, hi. There you go. Hello.
Mais c'est pas ma question, c'est la question de mon partenaire qui m'a demandé de monter. Mais je pense que ça va étendre un peu de ce que vous étiez en train de discuter, puis aussi ce que vous aviez dit vis-à-vis, on parle pas assez d'argent. Et comment équilibrer le tout. Donc, c'est une question de sustainability, I think, de comment équilibrer ce qui est un activisme qui peut tomber sous la bannière de volontariat. C'est mon luxury hobby, necessary hobby, not a hobby, a way of life. C'est comme, et comment équilibrer ça en pensant aussi que c'est quelque chose de multigénérationnel. C'est ce qui m'aide à moi, que ça a pris plusieurs générations pour arriver ici. Ça va prendre encore plusieurs générations pour arriver où on aimerait être collectivement. Mais comment équilibrer, je dois payer mes factures. Comment équilibrer ce projet doit continuer, le financement de ce projet ou de cette communauté ou de cette initiative, de ce projet. Et puis, comment équilibrer aussi, peut-être en lien avec la question de critique, tu ne t'impliques pas assez quand tu es en retrait, mais j'ai besoin d'être en retrait pour pouvoir continuer. Donc, il y a plusieurs filières. Je vais la laisser comme ça. Ben, c'est une très bonne question. Je peux y aller, Flo? Vas-y. Ben, moi, j'ai pas la réponse. Je suis pas certaine que la réponse existe. Mais avant de faire de la politique, j'ai été activiste toute ma vie pour la défense de droits. Différents droits. Là. Et mon constat, c'est que tout le temps, quand je faisais de la défense de droits, je pointais toujours du même bord. C'est le gouvernement. Alors, pour moi, une partie de la réponse, c'est que les règles du jeu qui existent actuellement, que ce soit la loi 96 avec ce qu'elle a de toxique, que ce soit la loi 21 avec ce qu'elle a de toxique, ça, là, il y a une façon de changer ça, puis c'est d'aller se mettre les pieds au Parlement. C'est pas parce que j'ai du fun à être au Parlement à temps plein, hein? Mais il y a une chose que je sais, c'est que ça en prend qui sont là et qui portent les valeurs qu'on porte pour alléger ta vie, pour faire que le salaire minimum ne soit pas à 14$, mais à 18$, pour faire que les logements ne soient pas à les prix inacceptables, inhumains. Tout ça, là, c'est la conséquence de choix politiques. Et pour moi, si je suis là où je suis présentement, c'est parce que j'ai envie aussi, hein, quand on a fait la marche du pain des roses en 1995, on disait du pain et des roses pour qu'on se repose. Moi, cette lutte-là, là, qui est extrêmement exigeante, je la mène jusqu'au jour où un parti qui veut prendre soin et reconnaître les Premières Nations, la discrimination raciale, qu'on n'a pas à se battre pour les droits des personnes trans. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ça, c'est un choix politique. C'est des choix politiques qui vont faire que du pain et des roses pour que je puisse enfin me reposer. Ben, je pense que de la manière dont je pense que c'est important de parler d'argent, puis tantôt, je vous ai vu acquiescer quand je parlais du fait qu'il faut parler d'argent. C'est aussi beaucoup parce que, à un moment, quand je disais que j'ai dû me reposer, c'est aussi parce que j'avais plus vraiment de qualité de vie à juste vouloir que le spread the word ou féminin fonctionne. Puis pour moi, c'était de l'activisme, mais c'était aussi beaucoup du divertissement. C'est ma carrière, c'est ce que j'aime faire, c'est dans quoi j'ai étudié. Mais au final, avec les thèmes que l'on aborde, ça devenait du militantisme. Mais ces industries-là, c'était difficile de les porter avec une vocation plus communautaire. C'était des projets sous-financés et j'ai laissé ma qualité de vie dans essayer que ça fonctionne puis que ça soit mon gagne-pain. Je pense que ce qui m'a aidé, ça a été à un moment de dire « je veux que ça existe parce que je pense que ça aide des gens, mais moi, je vais faire autre chose pour payer mon loyer puis gagner ma vie. » Fait, quand j'ai pris cette décision-là d'avoir ce projet-là, qu'on veut continuer à faire vivre plein de gens ensemble, puis que je me suis détachée de ce succès-là, de vouloir absolument le succès pour réussir à payer mes comptes avec ça, puis que ça devienne juste un projet porteur positif, puis que je sois capable, moi, d'avoir une qualité de vie en travaillant ailleurs,
je pense que c'est comme ça que ce projet-là va pouvoir perdurer, puis on a célébré les 10 ans cette année, puis que ça va continuer. Parce que, en tant que femme entrepreneur, j'ai fait des choix pour penser un jour avoir une famille, pour penser à un jour pouvoir acheter une maison. Parce qu'avant, mon focus, c'était juste, il faut que le spread the word, ça marche. Puis que ça rejoigne le plus de gens possible. Puis à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, puis que j'ai fait plus attention à moi, ben j'ai senti que le projet était comme léger, puis il y a plus de personnes qui s'impliquaient, puis on le voyait comme un projet qui pouvait continuer pour toujours, presque, parce qu'on n'avait plus ce stress-là financier. Je dis pas qu'il n'y a plus de stress financier avec ce projet-là, mais c'est moins réparti sur être capable d'avoir plein d'employés puis d'en faire une multinationale dans un monde corporatif et dans une société qui ne fonctionne pas. Donc, voilà. Hi, nice to meet you guys. Salut, je ne vous exposez pas mon accent anglophone. I'll use the English if that's okay. I was just wondering, we heard a little bit about questions about burnout, about financial obstacles, and I came in a little late, so sorry if you've already addressed this, but I was wondering if we could close on a note of what was kind of the most motivating or encouraging thing you've seen or been a part of during your time in advocacy, be it with feminism or with queerness or any of the intersections, just to kind of close off on something upbeat and optimistic. Mais il y en a plein, parce que sinon on serait pas ici aujourd'hui. Là. Il y a quand même... c'est juste que c'est sûr que dès qu'on est entre nous, puis qu'on se parle de choses, c'est facile de devenir fâché. Là. Moi, je le vis beaucoup aussi récemment. Mais après ça, on est tout le temps contente de se voir, puis il y a tellement de choses qui nous rend... Moi, if you allow, I think for me it was not burnout, but it was like I was really down. I was never able to put my finger on what it was exactly. But what really helped me was like really to build teams, because I wanted to do everything on my own because I'm a stoic woman and I'm strong and I'm coming from a long line of, but no. Basically, I need to take care of myself, and I build teams where, different people that wanted to contribute and not just take it all up on my back. So that definitely helped me. Financial literacy, for me, I'm also coming from a family that, we don't really have much education about that. So then, you live as la cigale et la fourmi. So I was a cigale forever until I was like, okay, well, I'm going to need some money to do things. So I think get the financial education. I think when I think and I take a step back, I think there was a lot of people who were trying to financially educate me, but I'm a stoic woman. I don't need help from anyone. So take a step back, get some financial literacy, and start building, because you can build at any time. And by those two things, doing advocacy, taking a step back, build a team, grow your wealth, will help you to be able to do even more moving forward. I think in terms of the question, were you saying that we already addressed these things and you wanted to hear more of like what was the highlight or something, like you said, in terms of the advocacy, or what is a positive experience has been? So for myself personally, and I want to say it was either 2018 or 2019, it was definitely pre-pandemic, but they had First Nations leading the Pride Parade, and I was one of the persons that was able to carry, the flag, and there was an Indigenous contingent of drummers, and so seeing that crossroads of Indigenous and Pride coming together, here in Tiohtià:ke, and we talked about the land acknowledgement earlier. So for me, that was one of those pivotal moments in terms of, like I said, advocacy and the work of, that alliance and the bridging the gap, I guess, between LGBTQ two-spirited Indigenous people and being a part of the Pride celebrations and leading it and being at the forefront of it. So that was definitely my highlighted experience through this work. I would say that being part of this community and getting involved has really changed me. I think that's the most positive thing.
is meeting also in 10 years. I've met so many great people. We often talk about chosen family and being a teenager and facing the coming out and being, struggling at that time. And after that, being surrounded by so many powerful people, just learning every day, and things are changing, but it's also just the fact that we can get together and feel powerful. Like, I think about myself at 19 wanting so much to be straight, and right now I wouldn't be straight for anything. So it's really just being part of this and continuing the work and all the great people that I've met, I would say. J'essayais de trouver une chose. Je trouve ça très difficile. Parce que dans les faits, les choses sont très interreliées les unes aux autres. Mais pour moi, je pense qu'une des fiertés, c'est, comme je vous le disais, jamais j'ai pensé dans ma vie que je ferais de la politique au niveau du gouvernement. Jamais j'ai pensé qu'un jour, c'est là que mon action politique allait s'exprimer. Et une des premières lois, en fait pas une des premières, je pense que c'est la première ou la deuxième, commission parlementaire que j'ai eu à faire partie comme nouvelle députée, c'était celle qui concernait les règlements d'application pour les personnes, pour le changement de marqueur de genre sur les papiers. Et là, on se souvient juste du PL2 parce que c'est nouveau, mais il y a eu cette période où il fallait, pour pouvoir changer le marqueur de genre, que je vive pendant 2 ans dans le genre que je voulais devenir. Et là, s'il n'y avait pas eu Manon Massé pour leur dire « Non, mais attends un peu, là, qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi je suis habillé comme je suis, là. Fait que c'est quoi mon... Je pourrais pas avoir F sur mon papier? C'est quoi cette affaire-là? » Et donc, toute la question de l'identité de genre, qu'on parlait dans une perspective, bien sûr, de transition, mais qu'on ne parlait absolument pas dans la perspective de l'expression de genre. Et je pense pas que si Manon Massé avait pas été là pour lever la main à ce moment-là pour dire « Non, mais vous mélangez les choses, là. L'identité de genre, c'est une chose. L'expression de genre, c'en est une autre. » Je ne sais pas quel type de bataille nos communautaires étaient obligés de faire. Encore une fois. Fait que ça, oui, ça m'a, je dirais, c'est un endroit où le fait d'être lesbienne m'a rendu fier d'avoir les pieds là où j'étais. Il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là, oui, parce que j'étais en lien avec nos communautés et j'étais capable de lire la loi qui était là, puis ça n'avait pas de bon sens. Fait que, j'étais content. L'expression de genre, c'est maintenant même rendu dans la Charte des droits et libertés. C'est pour vous dire comment ils ont catché l'affaire. Merci, tout le monde. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou on termine ça ici. Il était, ouais. Ben, merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, avant de se quitter, est-ce que c'est correct? Oui? C'est parfait. Avant de se quitter, j'aimerais à mon tour prendre la parole quelques instants pour vous dire que d'être député, ça a plein de côtés parfois difficiles, mais
il y a des moments où c'est plus heureux que d'autres. Et un de ces moments-là, ou un de ces privilèges-là qu'on a comme député, c'est de pouvoir remettre des médailles de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, parce que des gens de la communauté, des femmes, des lesbiennes de la communauté, m'ont clairement fait la demande, m'ont dit, écoute Manon, nous on aimerait ça, que tu remettes une médaille de l'Assemblée nationale à une femme exceptionnelle qui joue un rôle majeur dans notre communauté depuis quelques années. Parce que, bien sûr, des fois, elle anime des panels, mais ça, c'est rare. C'est surtout une femme qui, depuis une dizaine d'années, vous l'avez entendu comme nous, a mis ses 2 mains dedans pour nous donner, enfin, un nouveau lieu de rencontre avec Let's Spread the World. Pour nous donner enfin qu'on pouvait se voir là, dans le petit écran, puis se reconnaître comme lesbienne avec féminin. Qui en plus, parce que madame, c'est un artiste, à tout le moins informé là-dedans, en plus, nous donner du beau à nous autres, les lesbiennes. Et puis je savais pas qu'il y en avait rien que 3 à travers le monde, des revues, papier, qui honorent la beauté, la diversité. Une femme qui, bien sûr, c'était pas assez, là, on va ouvrir un bar, c'était pas assez. Une femme entrepreneur, vous dites, son grand-père, j'ai vu son grand-père, quand s'est marié, il y a une couple de semaines, qui me dit qu'elle a ça dans le sang depuis qu'elle allait au parc pour enfants. Je ne compterai pas l'anecdote qu'il m'a contée ici. Mais c'est pas juste ça. Florence Gagnon, c'est une femme qui, bien sûr, a des projets, les a mis de l'avant. Ça nous a fait tellement de bien. Ça nous a rassemblés, ça nous a rendus fortes. Ça nous a donné de l'exposure. Ça nous a revalorisé le mot lesbienne. Mais c'est aussi qu'elle s'est impliquée là, dans les... Tu sais, je veux dire, à la fierté sur le conseil. Étais-tu la première femme? Non? Pas la première, mais on n'était pas beaucoup. Oui, on n'était pas beaucoup. Elles n'étaient pas beaucoup. Au conseil d'administration de Fierté, au réseau des lesbiennes du Québec, à Journée de visibilité lesbienne. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais une chose que vous avez compris, puis je ne sais pas si ma médaille n'est pas trop loin, là, parce que oui, elle est là. Bon. Mais tabarouette. Je me serais couchée plus tôt hier soir, moi. Oui, voilà. Alors, Florence Gagnon. Je vais me lever, j'imagine. Ouais. Je voulais vraiment, et je le remercie, Martine, je peux le dire, d'avoir eu cette proposition parce que t'es ma bébé Butch. Je suis tellement fière de toi. Puis, c'est pas grand-chose, mais c'est que pour toujours maintenant, pour toujours, à l'Assemblée nationale du Québec, on le sait qu'il y a une lesbienne qui a marqué nos communautés. C'est pour ça que je suis fière de te remettre la médaille. Merci beaucoup. Alors, on le sait qu'elle a eu ça pour mourir. Mais là, il fallait bien qu'un jour quelqu'un le fasse, fait que je te la donne. Merci. Puis je pense que aussi peut-être... le micro. Oui, c'est ça. Ouais, hein? Puis je pense que comme je le fais pour toujours, tu as un droit de réplique parce que on t'aime, mais toi, tu as le droit de dire ce que tu veux. Merci beaucoup. Bon, j'ai vu les gens rentrer en arrière, j'ai dit « Oh my God, mes parents, qu'est-ce qu'ils font ici? » Merci, c'est un honneur surtout de recevoir la médaille après que mes mentors les aient reçus aussi. Merci à Martine Roy, Joanne Coulombe, cette année aussi, qui l'a reçu posthume. Donc, plein de personnes qui m'ont vraiment inspirée l'ont reçu récemment et c'est sûr que c'est vraiment un honneur pour moi. On en a parlé pendant presque 2 heures.
tout le travail qui est fait par passion. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'habite puis qui va continuer de m'habiter, surtout en ayant rencontré tellement de plus anciennes militantes qui m'ont, justement, de quitter, m'ont donné toute cette fougue-là pour que je continue encore plusieurs années. Merci à ma famille qui m'a soutenue depuis le début dans mes projets. Ça n'a pas été toujours évident, mais je pense qu'à travers le travail qui a été fait, puis toutes les belles collaborations et toute la portée que les projets ont eue, ça a convaincu ma famille et une petite partie de la société que les lesbiennes avaient leur place dans notre société et pas juste en prison dans Unité 9. Je pense que c'est de changer la mentalité, les mentalités, puis c'est d'être visible. Puis je remercie toutes les personnes qui sont visibles tous les jours dans leur domaine, dans leur contexte. Puis je souhaite que les projets continuent parce que j'ai pris le temps de me reposer un peu, puis parce que la jeunesse aussi me stimule beaucoup. Je suis entourée de personnes qui sont aussi très motivées à continuer de faire le changement, puis de tous et toutes s'unir pour combattre ce qui continue à être important de combattre. Donc, surtout quand on regarde le contexte en ce moment dans le monde. Donc, je pense que c'est important de s'unir et de continuer à travailler en ce sens. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à tous les projets au cours des années. Vraiment, c'est vraiment pas un one-woman show, toute cette aventure-là. Merci à Fierté Montréal aussi. C'est tellement pas des implications faciles. Je pense que tout le monde doit réfléchir à ce que chaque personne peut amener, puis à ce qu'on peut faire ensemble, tout le monde. Donc, merci beaucoup pour cet honneur. Merci, Manon. Merci tout le monde. Merci à toi, Florence Gagnon. Est-ce que quelqu'un de vous autres qui voulait intervenir de fierté? Anyway, moi, je voulais vous dire que ça va finir au club, dans un party. Non. Oui. Merci. Je savais qu'il y avait quelque chose, c'était flou dans ma tête. Alors, ça s'arrêtera pas là, parce que avoir une médaille, ça se mange pas, ça se boit pas. Fait qu'on va descendre au niveau mezzanine, puis il va peut-être se passer d'autres choses, je ne sais pas. Merci du fond du cœur, Florence. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, on vous attend tout le monde à la mezzanine.